Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et savez-vous que ce que pense un groupe, ce que pensent les autres influence directement votre comportement? C'est ce que l'on appelle la pression sociale. Donc cela veut dire que nos actes, nos pensées sont déterminés ou en tout cas fortement influencés par l'opinion d'un groupe. Bref, il est difficile de faire différent du groupe. Pour résumer, c'est un petit peu ce que l'on dit, vous savez, le qu'en dira-t-on. Donc on a peur, ayant peur du qu'en dira-t-on, eh bien on se conforme au groupe. Alors comment fonctionne la pression sociale? Comment la pression sociale conditionne les résultats scolaires et les performances des élèves? Et comment s'en libérer? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti! Alors à quel point l'opinion d'un groupe influence nos pensées et notre comportement? C'est ce qu'a voulu savoir le chercheur Solomon Asch dans les années 50, plus précisément en 1951. Donc pour cela, il réalise une expérience assez simple qui avait pour but ou pour objet d'observer comment un étudiant, donc en fait le sujet naïf, allait réagir au comportement des autres, à savoir un groupe complice. Donc Asch invita un groupe d'étudiants entre 7 et 9 qui avaient à peu près 17 et 25 ans d'âge à participer à un prétendu test de vision. Alors évidemment, tous étaient complices de l'expérience, sauf un seul étudiant, à savoir le sujet. Et les complices et le sujet donc furent mis dans une pièce et on leur demanda de juger de la longueur de plusieurs lignes tracées sur une série d'affiches. Donc à gauche, une ligne modèle et à droite, 3 autres lignes. Et donc chacun devait dire laquelle de ces 3 lignes sur la droite était égale ou comparable à la ligne modèle de gauche. Donc avant que l'expérience ne commence, l'expérimentateur, donc Solomon Asch, avait donné des instructions au groupe d'étudiants complices. Donc au début, le groupe devait donner la bonne réponse aux 6 premiers essais. Puis ensuite, il demanda donc au groupe témoin, enfin au groupe complice, de donner tous la même fausse réponse. Et Asch a constaté qu'au bout d'un moment, le sujet, donc le sujet naïf de l'expérience, a changé d'avis. Alors bien sûr, Asch ne s'est pas contenté de tester un seul étudiant naïf, mais plusieurs. Et il a pu constater que 75% des sujets changent d'avis et donnent les mêmes réponses fausses que le groupe complice. Pourquoi? Tout simplement pour se conformer au groupe. Mais le plus étonnant, c'est que 37% des sujets testés ont changé d'avis, non pas seulement pour se conformer au groupe, mais parce qu'ils étaient convaincus que le groupe disait vrai et que finalement leur opinion de départ était fausse. Finalement, le groupe a mené 37% des sujets testés à une certaine forme d'auto-hypnose où le sujet s'auto-convainc d'un nouvel avis qui est faux. Donc Asch, bien entendu, a fait plusieurs variantes de son expérience, notamment avec la taille du groupe. Asch a fait varier le nombre de participants complices de 1 à 15 personnes. Et Asch remarqua que face à une seule personne, le sujet maintenait son indépendance. Et lorsqu'il était en face de 2 personnes, 13,6% des sujets changeaient d'avis et acceptaient les mauvaises réponses. Et dès que la majorité était constituée de 3 personnes, le taux de conformisme s'élevait à peu près 31,8%. Donc Asch conclut que dès lors qu'un nombre de 3 à 4 complices, lorsque le groupe était constitué de 3 à 4 complices, suffisait pour que le taux de conformisme devienne significatif. In the elevator now is a candid star. These folks who are entering, the man with a white shirt, the lady with a trench coat, and subsequently one other member of our staff will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality. But little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall.
Now we try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, 3 of them at least. And this man has apparently been in groups before. Je fais l'expérience du du H. Ah, c'est pas de H, hein. Et c'est l'expérience du H. Mais qu'est-ce que c'est dégueulasse. On appelle aussi cette tendance à se conformer à la vie du groupe le biais psychologique de conformité. Et cette expérience de H a été reprise et mise à jour notamment par Gregory Berns dans les années 2000. Et Berns introduit d'autres variantes dans la conformité, mais surtout il s'est intéressé à la réaction des connexions neuronales des sujets. Donc en fait les sujets passaient dans un IRM. Et donc lorsqu'il a utilisé l'IRM, imagerie à résonance magnétique, ce qui permet d'avoir d'ailleurs une vue un peu plus poussée dans ce qui se passe dans le cerveau. Et donc il fournit la première preuve biologique, donc au niveau de la neuroscience, de l'implication des processus perceptuels et émotionnels lors de la conformité sociale. Donc Berns a pu constater dans l'IRM qu'effectivement il s'est passé quelque chose. Et donc l'expérience de H a donné lieu à d'autres expérimentations dans des contextes complètement différents. Par exemple, Antonio Rangel, donc professeur en neurosciences et grand spécialiste du neuromarketing, indique que les gens déclarent aimer davantage un film lorsqu'ils entendent à l'avance par un groupe de personnes à quel point ce même film est bon. Et c'est exactement pareil pour les sondages d'opinion qui constituent aussi une forte pression sociale et donc une pression suffisamment forte à même d'amener une population à changer d'avis. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les sondages d'opinion sont interdits peu de temps avant un scrutin, donc avant une élection. Et au sujet de l'opinion, l'expérience de Jamil Zaki en 2011 est assez intéressante. Jamil Zaki, aidé de ses collègues chercheurs, ont demandé à des jeunes hommes d'évaluer l'attractivité de différents visages féminins par une note. Et dans un second temps, on dit aux jeunes hommes testés que leur note était en désaccord avec les résultats d'un sondage populaire. Et 30 minutes plus tard, il a été demandé à ces mêmes jeunes hommes de réévaluer à nouveau les visages féminins et d'attribuer des notes. Et Jamil Zaki a constaté un changement d'avis assez marqué qui avait tendance à s'accorder à l'opinion de la majorité, donc opinion-majorité, donc déterminée par le sondage. Alors comment la pression sociale, ou ce qu'on appelle le biais psychologique de conformité, affecte-t-il les performances scolaires? C'est ce qu'a voulu savoir l'économiste de Harvard, Roland Fryer. Donc Fryer s'intéressait aux sous-performances des étudiants issus de minorités aux États-Unis et s'intéressait en particulier au rôle de la pression du groupe. Et il a constaté que dans certains types d'écoles, les étudiants afro-américains notamment et hispaniques deviennent moins populaires à mesure que leurs notes augmentent. Et sous la pression sociale et le conformisme, ces étudiants brillants étaient poussés finalement à brider leurs performances pour être acceptés par le groupe. Et dans d'autres écoles, donc notamment à forte majorité d'étudiants dits entre guillemets blancs, Fryer constate que l'on devient plus populaire à mesure que leurs notes augmentent. La conclusion est que dans certaines écoles, les enfants sont peut-être, ou les étudiants, sont peut-être confrontés à une stigmatisation sociale pour avoir publiquement fait un effort ou pour exceller. Les chercheurs ont qualifié cette culture où justement on essaie de minorer les performances smart to be cool. Donc ce qui est bien d'être cool, voilà, c'est intelligent d'être cool. Et les élèves très performants sont peut-être plus populaires et les élèves dans leur ensemble se sentent obligés de bien faire. Donc en d'autres termes, cette culture où justement on est poussé, où le groupe pense que c'est bien d'être intelligent et de performer,
Cette culture s'appelle cool to be smart ou cool d'être intelligent. Donc une étude de Grégory Egorov, donc professeur d'économie managériale et de sciences de la décision à l'université de Kellogg, donc ça c'est à Chicago, a montré que, de manière peut-être contre-intuitive, que ce type de culture scolaire cool to be smart, qui pousse aux performances scolaires, pourrait également inciter les enfants ou les étudiants à éviter de participer ou à avoir une attitude fuyante s'ils ne se considèrent pas comme intelligents. Ces deux études donc de Roland Fryer de Harvard et de Grégory Egorov montrent que les élèves sont très sensibles à ce que pensent leurs camarades et à la norme qui prévaut lorsqu'ils prennent des décisions. Il conclut que la pression du groupe semble être une force puissante affectant les choix éducatifs. Il a été démontré que la pression pour bien réussir à l'école augmente le stress et l'anxiété chez les élèves, entraînant une moins bonne santé physique, sociale et émotionnelle. Donc les élèves peuvent ressentir la pression de leurs parents, de l'école, des enseignants, de la société ou d'eux-mêmes pour obtenir de meilleures notes et réussir leurs études. À l'école, la pression sociale et le conformisme peut s'exercer aussi au niveau d'une classe, comme par exemple le fait de poser des questions en classe. Eh bien, par moment, ça peut être bien perçu ou mal perçu par le groupe. Ce qui poussera donc à l'élève soit à participer, quitte à participer en posant des questions pour poser des questions, ou au contraire à se taire, même s'il a des questions importantes qui sont fondamentales pour son apprentissage, mais comme il y a une pression de la classe, du groupe à ne pas participer, ou en tout cas ce n'est pas cool de participer, eh bien cela poussera l'élève à se taire. Donc la question n'est pas de savoir dans quel type d'école on est ou vous êtes, mais c'est de se libérer de cette pression sociale à l'école. Donc comment limiter ou en tout cas se libérer de cette pression sociale, notamment à l'école, en développant une pensée critique ou une pensée par soi-même. L'anthropologue Gwen Dwyer encourage d'ailleurs les écoles à développer l'esprit critique des jeunes afin de se libérer de cette pression sociale. Et chose étonnante, l'esprit critique est assez étroitement lié à la créativité et à la réussite scolaire. C'est ce qu'a montré une étude auprès de 168 étudiants interrogés qui ont assisté à des conférences en ligne. Les résultats ont montré que la créativité a une relation significative et linéaire avec la disposition à la pensée critique, où plus la créativité d'une personne est élevée, plus leur esprit critique est élevé et vice-versa. Donc de plus, la créativité et la pensée critique peuvent être simultanément l'un des facteurs qui déterminent les performances scolaires. Alors voilà, ça fait 7 ans qu'on vit ensemble et j'ai lu dans Femme Plus que c'est une période critique dans le couple. Et c'est pour ça que nous avons décidé de venir vous consulter. Très bien. Quel est votre âge? J'ai 31 ans. Ah ben non, 32 mois prochain. Quelle est votre profession? Je suis sa propre agence de com. Est-ce que c'est beaucoup de travail? Ah bah oui. Trop, il fait de l'insomnie. Ou bien, quand il est avec moi, c'est comme s'il n'était pas là, ou alors il est préoccupé par un contrat, ou tout simplement, il n'est pas là, il est absent. C'est donc important pour vous, la réalisation professionnelle. Je comprends, ça passe avant tout. Pourquoi ne laissez-vous pas Jean répondre? Bob, je m'appelle Bob. Mais parce qu'il sait pas ce qu'il pense. Voilà, cette vidéo se termine. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Abonnez-vous à la chaîne, un like si vous avez aimé, et puis vous avez aussi le guide gratuit si vous ne l'avez pas encore eu, ou en tout cas téléchargé. Et bien entendu, vous avez les sources de cette vidéo dans la page source, donc en description. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!